Hey salut, c'est Rod Burger, j'espère que ça va bien. Là, je sais que c'est dérangeant, je suis comme dans l'œil de Churchill, fait que je suis comme proche d'un grand homme, là, c'est le plus proche que je vais être. Hey, aujourd'hui, là, je sais, je suis fatiguant, je t'envoie plein d'affaires, là, j'ai le goût de ce temps-là, là, écoute, voilà. Aujourd'hui, je vais te parler d'une gamme, ça fait longtemps que j'ai déjà parlé à l'occasion, je pense que j'y ai référé pour des bonnes, pour des moins bonnes raisons. Là, je vais te la présenter aujourd'hui, la gamme au complet de Godlike. Godlike, c'est un jeu que la première édition est sortie en 2001, si je ne m'abuse. Là, maintenant, ça, c'est la deuxième édition qui est sortie en 2015. C'est un jeu de super-héros durant la Deuxième Guerre mondiale. Moi, ça m'accroche. Le thème m'accroche réellement beaucoup parce que, bon, je suis un fan d'histoire, je suis un grand fan d'histoire et le thème était vraiment intéressant. Il est très historique, malgré le fait qu'on va parler de super-héros, évidemment. Il y a un système qui est particulier. C'est fait par c'est Dream Art Publishing. Avant, c'était Pagan Publishing, donc c'est comme les deux compagnies. Pagan, je pense, n'existe plus. Maintenant, c'est Art Dream. Il est toujours disponible. Tu peux l'avoir sur le site de. Tu peux aller voir sur Art Dream Publishing. Tu peux le revoir. Il utilise un système de jeu qui s'appelle The Ore. Donc, Ore, c'est One Roll Engine. Je t'en parlais un petit peu plus longtemps parce qu'à mon sens, à moi, puis à mon goût, c'est le point faible du jeu. Maintenant, son point fort, évidemment, c'est le contexte et l'idée originale. Maintenant, bon, qu'est-ce qui se passe dans ce jeu-là? C'est simple, c'est que à l'avènement de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu comme un rush à travers l'humanité. On a commencé à voir que certains humains, poussés sous des stress incroyables, développaient des capacités et qu'on n'est pas trop capable de comprendre encore. On pousse un peu les expérimentations pour essayer de le comprendre, pour en créer, évidemment, tout ce qui est la non-herbe et les SS nazis vont essayer de pousser ça pour dire ben non, c'est une affaire à rien, ça nous appartient. Puis le premier, Die Flyer, lui, c'était durant les Jeux olympiques de Berlin en 1936 qui s'est élevé en haut et qui a impressionné tout le monde. Ça a comme été on a essayé de pousser ça comme de la propagande nazie, tout ça, mais on s'est rendu compte qu'à travers à travers tous les peuples, à l'aube de la Deuxième Guerre mondiale, il y a des gens qui se sont réveillés avec ces pouvoirs-là et tout ça. Il y en a, c'était différent. Il y en a que c'était vraiment, c'était pas des très bons pouvoirs qu'il y avait, mais quand même, il y en a que c'est des super soldats. Il y en a d'autres qui sont capables de faire des choses incroyables. Fait que donc, c'est un petit peu ça, puis on essaie de les utiliser un peu tout à leur avantage. Maintenant, dans le cadre du jeu, l'armée américaine / les alliés ont un peu rapatrié ça sur une unité qu'ils appellent les TOG, les Talent Operation Group. Et ça devient comme des unités spéciales de super-héros, si on veut. Mais là, il faut faire attention, par exemple, parce que c'est un peu ça. Fait que donc, tu suis un peu la campagne, tu suis un peu la guerre et ce que tu veux jouer. Moi j'avais fait une campagne quand même assez longue qui nous avait amené de l'opération Torche. Donc, là, on rentre en Afrique par le Maghreb et ensuite ça, on remonte jusqu'à l'opération Husky qui va ultimement, dans le fond, aller chercher toute la Sicile et l'Italie. Fait que donc, c'est ce qu'on avait joué. Moi, c'est ce que j'avais fait jouer à mes joueurs, ce que j'avais beaucoup aimé. Moi, j'aimais bien, dans le contexte historique, les plans de bateaux, les plans de bateaux de la France, de Vichy, tout ça, puis des casemates du côté de l'Afrique, tout ce qui était dans le fond, se battre contre l'Africa Corp et tout ça. Fait que moi, c'était des choses qui m'intéressaient beaucoup. Je faisais beaucoup de recherches, honnêtement, pour pouvoir avoir des éléments concrets de jeu. Je les ai même emmenés sur l'île, à un moment donné, de Peenemünde. C'est une île où il y avait les tests pour les missiles V1, V2. Donc voilà. J'ai beaucoup aimé le contexte. J'ai pu vraiment assouvir une espèce de côté très historique qui me tentait de ce jeu-là. Maintenant,
Maintenant, le côté un peu moins cool. Bon, deux choses. C'est le One Roll Engine. Là, ça, c'est un... Dans le fond, c'est que tu vas calculer un pool de dés, avec stats, avec ton pouvoir et tout ça. Tu vas rouler tes dés. Et là, c'est pas le dé le plus haut nécessairement, c'est ce qu'ils appelle le wide, la largeur du dé, qui peut être potentiellement plus fort. Donc, avoir, exemple, 4, 2, ben, c'est meilleur qu'avoir 1, 10. Là-dedans, ça, et là tu peux augmenter des dés, c'est-à-dire avoir des dés, ben, premièrement, si tu achètes un dé pour un pouvoir, ben, ce pouvoir-là, il est un petit peu plus fort parce que tu as un dé de plus. Maintenant, tu peux aussi acheter, payer plus cher pour avoir ce qu'on appelle des hard dice. Des hard dice, c'est qu'automatiquement, c'est des 10. Et tu peux encore payer plus cher pour avoir ce qu'on appelle des wiggle dice. Là, je sais, le mot est très drôle, un wiggle. Mais wiggle dice, ce qui permet, lui, c'est que tu choisis un peu le chiffre que tu veux. Donc, si tu dis, moi, je vais brasser, mettons, j'ai 6 dés. Là-dessus, j'en ai 4 des dés normales et 2 wiggle dice. Ben, je vais brasser mes 4 dés normales. Et si, mettons, j'ai 2 2, ben, je vais dire que mes 2 wiggle dice, c'est 2 autres 2. Personne n'achetait de wiggle dice, pour vrai. On ne se rendrait pas au wiggle dice. Il n'y avait aucune utilité à se rendre au wiggle dice parce que juste avec le hard dice, ça donnait des 10 en partant, puis c'était moins cher que le wiggle. Fait que oui, tu avais moins de mobilité, mais tu arrivais tout le temps le 10. Et quand tu regardes... dans le fond, au niveau de la table, souvent des locations, ben, je sais pas si tu vois, là, mais le 10, par là, le 10 équivaut à la tête. Donc, c'était des headshots, souvent, lorsque ça faisait référence à une location ou blessure. Fait que c'était des headshots continuellement, bang, bang, bang. Ça a été problématique assez vite. Ça n'empêchait pas, par exemple, les joueurs de ne pas être si powerful que ça. Moi, je me souviens, écoute, je pense que c'était au Maroc, à Casablanca, les joueurs arrivent, une des premières games, investissent il y avait des bateaux, justement, de Vichy, surveillés par des soldats allemands. Il y a un moment donné, les joueurs rentrent dans un endroit où il y avait des officiers allemands. Il y a un des joueurs qui ouvre une porte, mais l'officier allemand qui est à l'intérieur, c'était même pas un super, c'était un pecno moyen, un officier. Il regarde, il était prêt, lui, il avait entendu des bruits de l'autre bord. Fait que donc, dès que l'autre, le joueur, a ouvert la porte, s'est fait une rafale d'MP40. Paf! Je l'ai tué. D'un coup, c'était terminé. Fait qu'une rafale, c'est assez mortel là-dedans. Même pour des joueurs, c'est pas... On n'est pas dans la Marvel où est-ce que... on est dans un peu... Ça me rejoint un peu plus, là, on est dans du côté un peu plus sanglant, super-héros, où tu n'es pas immortel. Maintenant, tu peux le devenir immortel. C'est ça l'affaire, c'est que si tu as la bonne combinaison de pouvoir, tu es capable de devenir réellement immortel. Comme il y a un des joueurs qui était l'officier, le lieutenant, qui s'était ramassé avec un pouvoir de régénération. Mais il avait tellement monté de dés qu'il pouvait régénérer comme ça à peu près n'importe quand, n'importe comment. Fait que bon, il y a comme des débalancements dans le jeu qui fait en sorte que ça a pas... que nous, le système en soi, moi, ça a été un frein. C'est ça qui à un moment donné, a comme cassé. Maintenant, je sais qu'ils ont une nouvelle version de ce One Roll Engine-là, à travers Wild Talent, qui est un jeu... un peu plus super-héros générique, là, je pense, qui est Arc Dream Publishing aussi, qui est sur le site de Arc Dream Publishing. Fait que donc, voilà. L'autre chose aussi, un des points un peu moins positifs du jeu, c'est qu'à la longue, à part, mettons, les talents, là, moi, j'essayais d'inclure des plans, des casemates, des bases allemandes, et tout ça. Ben, tu finis toujours par te battre. En fait, les combats, c'est beaucoup contre des Allemands ou contre des Italiens. Ou au début, c'était avec les Italiens, mais on est des Allemands. Là, tu changes un peu, puis là, tu fais le décorum. Mais les Fallschirmjäger, donc c'était les espèces de parachutistes un peu élites. Là, après ça, tu leur ramènes les côtés très... les talents que tu mettais. Mais tu peux pas juste mettre des talents, tu sais, je veux dire... 99,99999% de l'armée allemande, c'était des soldats normaux, là. Et là, après ça, à un moment donné, ben, t'amènes des choses un peu plus touchées, comme les Hitler's Youth, là, les Hitler's Jugend, les jeunesses hitlériennes. Donc, tu sais, là, t'amènes ça, puis là, tu vois que c'est des enfants, des ados, là, c'est un peu plus compliqué. Puis là, t'amènes une espèce de
de problèmes psychologiques, de dilemmes psychologiques à dire, ben là, je vais-tu vraiment tuer des enfants? Moi, je suis dans l'armée pour tuer des enfants. C'est-tu vraiment ça que je veux? Donc, il y a ça qui est intéressant, mais à un moment donné, c'était toujours l'allemand. Puis là, c'était, on roulait, bon, headshot. Parce que tout le monde avait pris des wiggle dice, puis le système le permettait. Là, tu me connais assez pour savoir que moi, le système, quand... Modifier un système, déjà, c'est dur pour moi parce que j'aime pas ça. J'ai une rigueur, ben pas une rigueur, mais plutôt une rigidité, là, honnêtement, à modifier le système. Puis ce jeu-là m'a prouvé que j'avais raison d'être comme ça parce que, dans une certaine mesure, parce que j'étais vraiment pas bien. Dans tout ça, à un moment donné, je suis arrivé, j'ai modifié le système. Il n'y a pas d'initiative parce que c'est one roll. C'est tu roules un dé. Et à partir du moment que tu as décidé ton action, tu roules avec ce dé-là, tu peux plus modifier ton action, tu roules ton pool de dés, puis ça détermine de tout. Ça détermine l'initiative, ça détermine... Donc si tu as un bon roule, tu vas agir en premier, puis tu vas taper fort. J'ai dit non, ok, on va faire une initiative, on va rouler avec une initiative, quelque chose... Écoute, tu sais quand tu dis là, que les règles d'un jeu de rôle, c'est comme une tour de Jenga, puis que dépendamment, le bloc que tu enlèves, ben... T'as-tu enlevé un bloc en haut? T'as-tu enlevé un bloc... Ben moi, j'ai comme enlevé le bloc du bas. La tour s'est effondrée. Écoute, ça a pris 2 games, on a vu que ça marchait pas en toute notre affaire. Là, j'avais commencé à modifier. Puis là, tu te dis, bon, mais je vais en modifier un peu. Encore. Puis là, finalement, tu te ramasses avec une espèce de monstre complètement plus rapport avec ce que les règles étaient à la base. C'était complètement débalancé. Il y avait des avantages qui fonctionnaient plus. J'étais plus bien, là, pas en tout avec le système de règles. Sérieux, ça a été une catastrophe, le système de règles. Maintenant, on est capable de faire une campagne qui était intéressante pareil parce que c'était vraiment dans mon élément. C'était cool. C'était la Deuxième Guerre mondiale. Fait que donc, c'est un peu ça. Je vais te montrer un peu à quoi ressemble la gamme. Donc, je t'ai montré le livre de base. Le livre de base, il y a beaucoup... le livre de base, un des points forts, bon, tu as les talents, tout ça, mais tu as une timeline à l'intérieur de tout ce qui s'est passé dans la guerre à partir avant la guerre jusqu'en 1946 à peu près. Là. Ça, c'est réellement du gros fluff. Tu as beaucoup de choses au niveau de la guerre, des soldats, comment ça marche les unités, comment ça marche la loi martiale, comment ça marche, dans le fond, les prisonniers de guerre, le slang. Tu sais, Foubar, là, fucked up beyond all recognition. Fait que, t'as beaucoup de choses, les types de missions, le TOG. Le TOG, c'est vraiment les commandos. Comment ça fonctionne, ces unités-là particuliers qui sont très pointus. Leur équipement de base, c'est quoi qu'ils ont? Les grades, comment ça fonctionne? Il y a plein de règles optionnelles. Vois-tu, j'avais même barbouillé. C'est rare que je fasse ça dans un livre, mais celle-là, je l'avais barbouillé. Fait que donc, c'est un petit peu ça. Fait que t'as tout ce système-là intéressant. Écoute, il y a du fluff là-dedans. Le livre est complet, là. C'est la même compagnie. En fait, c'est les mêmes auteurs qui ont fait... c'est Dennis Detweiler, puis... l'autre, c'est Greg Stoltz. Detweiler, c'est lui qui fait aussi Delta Green. Écoute, je suis en train de lire Delta Green, là, tu sais, du fluff dans le vue dessus. Ils sont vraiment... Il y a beaucoup de recherches historiques. Moi, j'ai adoré ça. Le livre en soi n'est pas super beau. Regarde Der Flieger, des Airmen. Donc, t'as l'histoire de chacun des super un peu iconiques là, qui sont vraiment hot. Là. Le livre n'est pas super beau. C'est comme une espèce d'imitation de vieux papier de la Deuxième Guerre. Un peu manqué, si on veut. Moi, il y a les images qu'on leur a donné, les images de la Deuxième Guerre, qu'on leur a donné un grain, un filtre un peu granuleux. Un peu pas trop crédible, là, je sais pas trop. Moi, c'est pas mon... mais les images sont intéressantes, par exemple, mais c'est vraiment pas un beau... un beau cosmétique pour l'image. Les images en couleur, par exemple, sont magnifiques. Ça c'est clair. Mais il n'y en a pas énormément. Il y a un panel aussi. Un panel de celui-là ici. Bon, le panel est somme toute assez basic. Là, pas particulièrement beau, pas particulièrement laid. L'intérieur est intéressant. Encore une fois, bon, t'as le basic des pouvoirs, mais tu vois souvent au-dessus de ça, beaucoup au-dessus de ça. T'as certains intérêts, comme mettons au niveau de la table des locations, certaines tables, mais moi je me souviens pas particulièrement d'avoir utilisé beaucoup. C'est beaucoup pour c'est beaucoup pour être devant moi, là, mais c'est pas un livre, c'est pas le panel qui m'a le plus marqué au niveau de l'utilité de ça. Maintenant, si je regarde la gamme, là, ils ont sorti plusieurs livres, il y a bien des choses qui sont sorties là-dedans, je te montre.
Donc, le premier, je ne sais pas s'ils l'ont sorti en deuxième édition, lui, mais ils l'ont sorti en première. C'est Will to Power. Ça, c'est le premier sourcebook qui est sorti. C'est vraiment un livre qui fait... Bon, il y a quelques pouvoirs supplémentaires à l'intérieur. D'ailleurs, tu peux les inventer, tes pouvoirs. Il y a une façon, il y a une table pour les créer, comment le créer, comment il va coûter au niveau des dés, parce que c'est vraiment ça. Le coût d'un pouvoir, c'est selon le dé. T'sais, si, mettons, tu achètes un pouvoir à 1 dé, ben, c'est un peu pochon. Tandis que si tu achètes un pouvoir à 5 dés, commence à jaser. Dans ce livre-là, dans le Will to Power, il y a beaucoup de questions des SS, des nazis, tout ça, comment l'organisation de leur talent group et tout ça. Tu vois, là, c'est un autre. Probablement que la première édition de ce livre-là, c'était je me souviens, c'était une compagnie qui s'appelait Hobgoblin Press. Fait que ça, ça date de 2002. Ça. Moi, j'ai ça depuis 2002. Donc, c'est vraiment ça. Ça traite beaucoup des Ubermenschen. Donc, la méta-humanité, si on veut, la méga-humanité, les surhommes, comment ils sont, comment c'est organisé au niveau de l'armée allemande, les SS et tout ça. Et tout. Ça, c'était le deuxième livre. Donc, moi, c'est vraiment du beau fluff à lire. C'est vraiment intéressant. Ensuite, il y a une aventure qui s'appelle Donnerhammer, donc le marteau de Thor. Ben, le marteau de Thor, c'est pas le bon. Attends là. Je pensais que j'avais placé dans l'ordre. Ah, Donnerhammer. Ben, c'est une petite aventure, rien de particulier. C'est juste qu'en fait, t'as comme... je veux pas vendre de punch, là, mais t'as comme des Ubermensch qui sont un peu au style des dieux de l'Olympe. Et t'as Thor qui est là, puis tu t'en vas. Ça se passe en Italie. En fait, toutes les aventures après qui ont sorti pour Godlight se passent en Italie. Étonnamment, durant l'opération Husky. Donc, voilà. Ensuite, t'as deux livres qui sont des Operation Order. C'est deux petits livres, là, bleus, verts plutôt, un peu style Deuxième Guerre mondiale. T'as celui-là ici, ça c'est le premier. Talent Operation. Là, si Will to Power te parlait des talents dans l'armée allemande, ben celui-là vient de parler des talents, de comment ça fonctionne les talents dans les alliés, puis principalement dans l'armée américaine. Fait que tu vois le badge des soldats de l'armée américaine, we go first. Donc c'est un peu leur credo, c'est on y va en premier, c'est leur devise. Fait que donc, tu as tous les ordres, tu as les directives, comment ça se passe, les équipements, tu as les équipements spéciaux de ces unités-là. C'est un petit livre, c'est peut-être une trentaine de pages. Certaines stratégies, les termes militaires, comment ça fonctionne dans les tranchées, comment ça fonctionne tu as certains aussi, tu as une élaboration sur les skills. Les compétences. Donc, c'est un petit ajout intéressant à lire. C'est pas une grosse affaire. Ensuite de ça, tu as le deuxième qui, lui, vient un peu changer la donne. Parce que si on regarde de façon générale la Deuxième Guerre, comment ça s'est passé, mais tu as un côté, tout ce qui est pacifique, c'était les Marines. Et de l'autre côté, au niveau dans le fond, du théâtre d'opération de l'Europe, ben, c'est beaucoup l'armée américaine et tout ça. Fait que là, on s'en vient, là, on vient de parler des Marines. Les Uber, comment ils sont pris en charge dans le Marine Corps. Les snipers, là, on parle un peu plus des Japonais. Fait que c'est vraiment, on va un peu plus voir comment ça se déroule du côté d'opération du Pacifique. Voilà. Ensuite, là, il est sorti quelques de livres un petit peu plus volumineux, un petit peu plus punchy. Si on regarde The Black Brigade. The Black Brigade, ce livre-là ici, ben, ça, c'est un livre qui vient faire une expansion à la campagne. Parce qu'il te permet de jouer dans une brigade particulière, les Black Devils. J'ai dit Black Brigade, mais c'est Black Devils Brigade. Parce qu'en fait, il y a eu des unités des Special Forces canadiennes, américaines qui se sont joints ensemble, qui ont fait c'est comme un Task Joint Force, là. Ils l'ont fait ensemble et les Allemands les appelaient les Black Devils. C'est historique, en fait. Là, on vient amener un côté plus historique à ça. On vient amener un côté plus historique au... Excuse-moi, là, j'ai mon téléphone qui n'arrête pas de sonner. Là, je vais juste mettre sur... Donc, on vient amener ça. Comment le jouer là-dedans? C'est quoi comment ça se passe dans cette unité-là canadienne, américaine? On veut jouer des Canadiens. On vient de dire comment jouer les Canadiens, comment ils voient les choses, c'est quoi la nomenclature de ces unités-là. Et tu as aussi une campagne qui se passe aussi en Italie.
qui se passe aussi en Italie. Fait que tu as comme une grande campagne à l'intérieur de ça. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Fait que là, tu vois. Et les Allemands, c'était une unité qui leur faisait quand même assez peur, les Black Devil. Voilà. Ensuite, si je continue pour le reste, qu'est-ce qu'on a d'autre? Après Black Brigade, on a un supplément qui s'appelle Saipan. Ben, évidemment, Saipan, c'est c'est la première incursion en territoire japonais, durant la guerre du Pacifique. L'île qui appartient au Japon, en fait, et qui n'est pas une île qui a été conquise, mais que les Marines ont été recherchés. Donc on a des scènes, ça passe beaucoup par scène là-dedans. Il va pas, il dit bon, ben, voici, il y a ça, il y a ça, il y a ça, voici l'ordre de mission. Et là, on met des plans. C'est très axé sur la guerre, évidemment. Fait que donc, c'est un peu ça. Fait que là, on vient parler vraiment de Saipan. Mais c'est pas un gros, c'est vraiment pas un gros. C'est un petit supplément de peut-être 40 pages. C'est intéressant parce que là, on vient déplacer un peu, déplacer la guerre de l'autre côté du Pacifique avec des scènes réelles, sur quoi se baser pour la prise de l'île de Saipan. Voilà. Ensuite, un autre supplément qui est sorti. The Court Art of Hell. Et là, ça, ça met en place, dans le fond, ça met en place vraiment c'est une campagne. C'est une campagne qui t'amène directement du côté de l'Italie, encore une fois. Mais là, c'est une campagne assez étoffée dans le cadre normal de Game Zone. Tu joues principalement des Américains, mais tu es dans le TOG, donc le Talent Operation Group. Et là, on vient de parler beaucoup de tout ce qui est dogfight, tout ce qui est la guérilla d'un ville, d'un ruine italienne. Il y a beaucoup de scènes comme ça. Tu prends des villes avec l'armée avec toi. Donc, c'est moins en style commando, mais plutôt en style guerre traditionnelle, donc avec les unités, tout ça. Là, tu suis des tanks, là, tu utilises des tanks pour Moi, je l'ai bien aimé parce que celui-là, on l'a joué au complet, et moi, j'ai beaucoup apprécié cette campagne-là. À un moment donné, je me rends compte qu'il fallait vraiment que je briefe beaucoup les joueurs pour qu'ils comprennent le but de la mission, qu'est-ce qu'ils faisaient, qui font partie d'une unité. Fait que si tu décides de prendre une shape, t'en aller à gauche, ben tu le fais. Mais c'est à tes risques et périls parce que là, non seulement tu t'en vas tout seul, puis tu risques de te faire pogner dans une espèce de poche de résistance allemande ou italienne qui décide de te mitrailler, mais en plus de ça, si tu réussis, ben tu as désobéi à des ordres, donc tu risques quand même de passer en cour martiale ou en tout cas d'avoir des représailles. Parce qu'on s'entend que les talents, évidemment, avaient des rangs et tout ça. Fait que c'est un sergent, mais il obéit à un lieutenant et tout ça. Mais on voulait pas non plus les passer, les fusiller parce que c'était quand même c'était du firepower, mettons. C'était du gros firepower. Donc ça c'était le dernier officiel. Il y a eu certains autres ajouts. Regardez ici, j'ai une autre aventure qui s'appelle Glacier. Celle-là, je ne l'ai pas jouée, mais ça se joue, dans le fond, c'est la bataille des Ardennes. C'est durant la bataille des Ardennes. Donc, c'est une autre aventure qui a été faite. J'en ai une autre ici qui est Operation Rascals. Ça, c'est un autre Combat Order. Fait que donc, là, je pense qu'on est plus au niveau du après le D-Day, l'opération, là, lorsqu'on est sur les terres, lorsqu'on est en Europe et qu'on progresse. Fait qu'encore une fois, c'est du stock intéressant. Puis là, tu as plein de nouveaux talents, des talents allemands qui tu peux jouer avec. Je dirais que c'est la finesse du jeu, c'est de lire bien les talents. Quand tu arrives face à un talent allemand, tu peux pas jouer tac, 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 c'est fini. Ou dépendamment du pouvoir que tu as. Faut que tu lis le talent. Là, tu y penses. Tu y penses un peu, là, tu te dis, OK, comment je vais le faire? Comment je vais le rendre original, ce talent-là, pour que même s'il n'y a pas beaucoup de... même s'il n'y a pas un talent qui est particulièrement... Tu sais, tu peux pas toujours mettre des Hulk, là. Fait que tu vas mettre des choses des fois un peu basic, standard, puis tu vas essayer de le rendre original dans ta façon de le jouer. Comme à un moment donné, j'avais un talent qui, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il...
c'est qu'il touchait des choses, un peu à la Gambit hein, dans X-Men, mais il touchait des choses, ça devenait explosif. Fait que donc là, tu dis, OK, mais comment je peux faire ça? Mais tu sais, oui, il pourrait prendre des roches, lancer des roches, mais tu sais, là, à un moment donné, c'était comme d'essayer de trouver des façons d'avoir des espèces de gros slingshots, ou mettre ça dans des canons pour comme charger des canons à mitraille, mais de trucs explosifs. Fait que tu sais, essayer de trouver des choses pour que ça explose. Maintenant, il y avait une twist, c'est que dans le fond, lui, ce qu'il faisait, c'est qu'il pouvait charger quelque chose. Je charge mon téléphone, je le lance sur quelqu'un et ça devient. C'est l'autre chose. C'est ce que le téléphone va toucher qui devient explosif. Ça, c'est intéressant. Fait que là, tu étais capable. Écoute, à un moment donné, c'est. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, pouf, ça se mettait à, les armures, les guns et tout ça se mettaient à sauter. Voilà. Donc, ça met un peu fin à ce que je voulais te dire sur ce jeu-là. Moi, j'ai beaucoup apprécié le jeu dans son idée originale, dans sa façon d'amener la guerre, de pouvoir jouer la guerre d'une façon un peu originale, de pas mettre, parce qu'on s'entend que jouer des personnages qui sont en plein milieu d'une ligne avec, je sais pas moi, 2000 autres fantassins, c'est pas si cool que ça. Ça me permettait d'emmener les joueurs d'une façon un peu plus commando. J'ai beaucoup apprécié. Je le garde beaucoup. Je le garde en réserve. Je l'ai tout ici. Là, je le garde, ce jeu-là. Puis je me dis que un jour, ce qui va se passer, c'est que je vais sûrement l'adapter avec un autre jeu. Avec un autre système qui va vraiment me plaire pour le faire. Je vais changer le système carrément, mais je suis prudent avec ça. J'ai tendance à pas me garrocher d'un côté ou d'un autre. J'ai tendance à pas me garrocher. Donc, je te remercie et je te souhaite une bonne journée.